Alors ce matin, nous sommes en compagnie de Auriel Orloff. Merci beaucoup, Auriel, d'avoir accepté cette invitation. Et je dois dire que je suis vraiment très heureuse d'être là ce matin avec vous, même si on est en distanciel, parce que cette séance a été programmée pour la première fois le 12 mars 2020. Donc ça fait exactement un an aujourd'hui. Voilà, donc c'est un moment attendu depuis longtemps. Donc nous l'avons reprogrammé après et c'est tombé la veille du deuxième confinement en France. Et donc voilà, je suis très contente que cette discussion puisse avoir lieu ce matin, même si nous ne sommes pas tous ensemble dans un même espace. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas le travail d'Uriel Orloff, je voulais rappeler qu'il a participé récemment à la Biennale de Taipei et aussi à la Biennale de Lubumbashi, pour laquelle il a conçu le projet Learning from Artemisia, qui est la restitution d'une résidence d'un travail qu'il a développé sur place sur plusieurs mois, pendant lesquels il a travaillé en collaboration avec des musiciens et des artistes locaux, et notamment avec un groupe de femmes qui gère une coopérative locale de production de l'artémisia, qui est une plante médicinale aux multiples vertus, donc qui est utilisée dans le traitement et dans la prévention du paludisme, et qui s'est aussi par ailleurs invité dans le débat sur la prise en charge du coronavirus. Récemment, il a participé aussi à la Manifesta 12 Il Giardino Planetario, donc en 2018 à Palerme. Et c'est aussi donc, pour cette manifestation qu'il a élaboré le projet Wishing Trees, où il s'intéresse à l'histoire de 3 arbres, dont 2 se trouvent à Palerme, et où il essaye d'articuler ces micro-histoires à l'histoire de la lutte contre la mafia ou encore à celle de l'immigration qui a constamment redéfini et façonné donc la ville. Je voulais aussi citer ces expositions en France. Donc là, je recule un petit peu à un projet plus ancien qui s'appelle Handmade Film et que Auriel a présenté au Centre culturel suisse, donc à Paris en 2013. J'essaie de vous montrer, j'ai ici avec moi l'édition de ce projet. Donc, je montre comme je peux parce que peut-être nous aurons l'occasion à la fin du séminaire de parler aussi un petit peu sur son travail éditorial, sur ce travail éditorial, parce que Auriel réfléchit beaucoup, avec beaucoup d'acuité, à la résonance aussi entre des questions de formelles, éditoriales et de contenu. Donc là, vous avez ce livre sur Handmade Film qui, en fait, avec 2 formats différents qui ne sont pas reliés entre eux et qui traduit une des caractéristiques de ce projet, justement où il présente sans les relier, c'est-à-dire sans les articuler dans une forme achevée, les différentes composantes d'un film qui ne s'est pas fait. Voilà. Je voulais citer aussi sa participation à l'exposition Documents bilingues qui a eu lieu au MUSEM aussi en 2017, qui avait pour co-commissaire Sabrina Grassi et Eric Bulot, donc qui à l'époque avait demandé à 6 artistes donc, de travailler à partir des collections du musée en dialogue avec les équipes de conservation. Et donc, Auriel, il s'est intéressé à une collection de vues stéréoscopiques qui avait été acquise par le MUSEM en 2000 et numérisée. Donc, il a appris plus tard, donc en 2013, par un détenu de la maison centrale de Poissy. Et donc, c'est que Auriel, il a après rencontré, interviewé pour son film Veilleur d'images, donc qu'il a produit pour l'exposition et qui aujourd'hui fait partie de la collection du MUSEM.
Je cite aussi son exposition personnelle donc, au Parc Sans-Léger en 2017, la même année, où il a présenté la série The Memory of Trees, qui est une étape du travail du projet Theatrum Botanicum, dont nous parlerons aujourd'hui. Et je vous montre aussi donc, l'édition de ce projet, donc, qui est un livre aussi qui voilà, rappelle un peu, à mon sens, donc, la forme de l'herbier, mais le poids de l'herbier et aussi le poids des encyclopédies voilà, du 18e, 19e siècle, et où il, après, voilà, nous aurons peut-être l'occasion d'en parler, donc où il entrelace donc, le projet artistique et tout le background théorique, les contributions de différents chercheurs et théoriciens à ce projet. Et pour terminer, je voulais citer aussi, donc, comme ça, on parle au fur et à mesure un petit peu de son travail. Donc, en 2018, la résidence qu'il a faite au laboratoire d'Aubervilliers à Paris, où il a présenté par la suite l'exposition Affinité des sols, qui était aussi guidée par la question de savoir quel rôle actif, comment est-ce que les plantes jouent un rôle actif et participent aussi au tracé d'une cartographie historique et contemporaine des relations coloniales et postcoloniales. Donc, c'est un travail artistique où le travail de recherche occupe une place centrale, donc vous l'avez compris, qui souvent part d'un lieu, d'un site spécifique, où il y a un travail, si on peut appeler un travail de terrain qui est mené et qui permet de trouver différents points d'accroche, souvent des micro-histoires ou des histoires oubliées ou tenues comme insignifiantes qu'il cherche à croiser et à entrelacer pour tisser un récit avec plusieurs couches temporelles et où s'imbrique souvent aussi le récit personnel et l'histoire culturelle et sociale. Donc, c'est des projets au long cours, donc portés pendant plusieurs années, qui engagent un travail collaboratif, vous l'avez compris, et qui se déclinent à travers une multiplicité de formes et de supports, donc films, pièces sonores, séries photographiques, dessins, installations, performances. Donc, ce matin, nous allons, et cet après-midi, donc, nous centrer sur Theatrum Botanicum, qu'il a développé entre 2015 et 2017, et où il y a une différence significative par rapport à des projets précédents où les non-humains, les plantes, les animaux étaient déjà présents, très présents, mais peut-être plus en tant que témoins de l'histoire, alors que dans ce projet, ils deviennent des acteurs à part entière sur ce théâtre des opérations politiques et économiques internationales. Donc, c'est-à-dire que c'est pas les plantes, le paysage, c'est pas le décor d'un théâtre où l'on met en scène un récit anthropocentré, mais des acteurs qui montent sur la scène. Donc, c'est un projet qui entretient un dialogue avec les sciences humaines et sociales, qui elles aussi cherchent à élargir et à peupler leurs récits, donc à fabriquer des récits multisitués et multi-espèces, qui accordent une agentivité, comme le fait Auriel dans ce projet, aux êtres non humains. Voilà, ce pourquoi nous avons pensé voilà, à travailler dans le cadre de ce séminaire avec Auriel. Je te laisse, Auriel, compléter la présentation de ce projet et puis nous dire aussi quelques mots sur les deux films que nous allons visionner ce matin et qui appartiennent à ce corpus. Merci beaucoup, Vanessa, pour cette généreuse introduction et merci pour l'invitation. Et moi aussi, j'ai remarqué qu'on est justement un an après la date originale, donc ça fait une sorte de clôture assez belle. Bien sûr, on a vécu un an très différent de ce qu'on a pensé, mais c'est bien d'être avec vous tous et toutes. Et oui, je vais juste un peu compléter peut-être deux, trois mots sur Theatrum Botanicum.
Avant de vous laisser le temps de visionner les films et on va se retrouver après pour reparler. Je vais juste peut-être commencer avec le titre de Theatrum Botanicum qui vient d'un herbier, une édition sur les plantes de 1639 ou 40. Donc un lexique énorme des plantes euh, qui m'intéressait par rapport à son titre justement parce que ça évoque le théâtre botanique. Donc, et ça pose déjà une question. C'est quoi le théâtre botanique? Theatrum botanicum, le théâtre des plantes. Est-ce que c'est les plantes qui font la scène et c'est les humains qui agissent sur cette scène? Ou est-ce que c'est peut-être les plantes mêmes qui sont des acteurs? Sur cette scène. Donc c'est un peu déjà cette ambiguïté qui m'intéresse par rapport à ce titre et c'est pour ça que je l'ai choisi. Aussi par rapport d'autres choses dont on peut peut-être parler plutôt dans l'après-midi. Je vais pas trop introduire Theatrum Botanicum parce qu'on va rester dans cet univers. Peut-être juste à dire que c'est ce travail, ce projet, en fait, ça a commencé en 2014 déjà et ça a continué jusqu'à 2018. Donc, en fait, c'est à travers 4 ans, ça a évolué et ça a évolué entre notamment l'Afrique du Sud et l'Europe. Et ça se focalise sur les enchevêtrements euh, 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 entre l'Afrique du Sud et l'Europe. Donc, l'Europe, l'ancien pouvoir colonial qui a colonisé l'Afrique du Sud, et après, ce qu'on sait avec l'histoire d'apartheid, et jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est un peu ça le cadre, mais après, c'est vraiment euh, la perspective des plantes qui m'a beaucoup intéressé et on va parler beaucoup plus et d'une manière plus élargie de ça dans l'après-midi. Donc maintenant, juste pour dire deux, trois mots sur les plantes médicinales dont on va parler plus ce matin. Donc en fait, j'ai commencé à m'intéresser aux plantes très tôt dans mon séjour, mon premier séjour de recherche en Afrique du Sud. On peut en parler un peu plus tard, pourquoi ça a commencé et pourquoi les plantes et tout ça. Mais, euh, mais au fur et à mesure, j'ai remarqué qu'en fait, il y a beaucoup de choses à réfléchir par rapport à notre relation aux plantes aujourd'hui et à travers l'histoire. Et ce qui m'a frappé dans tout ça, c'était la présence très très forte des plantes médicinales euh, dans la vie quotidienne. Donc là, on voit une image d'un marché, d'un très très grand marché, vous le voyez, c'est sur plusieurs niveaux, c'est des eaux, c'est dehors, c'est dedans, un très grand marché à Johannesburg où on vend des racines, des feuilles séchées, des matériaux de plantes aussi, un peu des minéraux et d'autres choses, mais des matériaux naturels, médicinaux, de médecine traditionnelle. Et ce matériel, en Afrique du Sud, ou peut-être même en fait dans la plupart au sud de l'Afrique, ça s'appelle mouti. Donc mouti, c'est le mot zoulou pour arbre, mais là, c'est utilisé en termes génériques pour tout ce qui est matière médicinale qui provient de la nature. Donc, c'est des marchés moutis où, où les gens peuvent acheter des racines, des matériaux pour se soigner. Et en fait, j'ai commencé à avoir vu cette présence, non pas seulement à Johannesburg, mais aussi dans d'autres villes, dans la campagne bien sûr,
mais surtout au sein de, de la ville de Johannesburg, c'est très frappant parce que c'est une ville moderne et il y a cette connexion très forte à la médecine traditionnelle. Euh, Si on on regarde un tout petit peu ce qui se passe dans le pays entier, on voit qu'en fait, 60% de la population de l'Afrique du Sud, leur premier accès à la médecine, c'est la médecine traditionnelle. C'est pas des médecins, disons, européens ou occidentaux. C'est pas la médecine occidentale, c'est la médecine traditionnelle. Donc, euh, et c'est même les gens qui viennent en ville, qui se déplacent en ville pour travailler, pour y vivre, ils retiennent cette relation très forte à cette médecine traditionnelle. Donc, j'ai commencé à réfléchir un tout petit peu à comment ça se fait que ça peut vivre à côté de la médecine occidentale dans ce pays très compliqué avec des histoires de violence, de confrontation, des systèmes de savoir, euh, des luttes de pouvoir à tous les niveaux. Comment ça se peut que ça existe et cette histoire, c'était comment ces relations? Donc, c'est à ce niveau-là, c'est à ce moment-là que j'ai trouvé des références, j'ai commencé à faire des recherches et j'ai trouvé une petite référence à un cas juridique, un procès qui a eu lieu euh, il y a 60 ans, en 1940, où un médecin indigène qui s'appelle Inyanga, les médecins indigènes, ça s'appelle Inyanga, un Inyanga local était accusé par l'établissement des médecins et des pharmaciens blancs de ne pas rester dans la tradition et d'utiliser des plantes occidentales, des, des, des matières occidentales dans ce qu'ils vendaient. Donc, ça m'a frappé, ce procès qu'on accuse quelqu'un d'utiliser une plante qui n'est pas la sienne et de sortir de ce qu'on appelle la tradition. Est-ce que ça veut dire ce que ça veut dire? Donc, j'ai commencé un peu à faire des recherches et j'ai trouvé 400 pages de ce procès, des transcriptions de ce procès aux Archives nationales à Pretoria. Et donc, en lisant ces transcriptions, j'étais très intéressé par la conversation qui a eu lieu tout au temps le procès et ou j'avais l'impression que ça pourrait être intéressant de revoir ce qui s'est passé dans ce procès. Donc, de faire un reenactment, de faire une mise en scène de ça. Donc ça, c'était au début de ce qui est devenu une trilogie de films, dont vous allez voir deux films ce matin. Euh, donc je vais juste peut-être continuer avec deux, trois images avant de retourner au procès. Donc là, là, on voit plutôt des pharmacies à l'intérieur avec les racines, aussi des poudres, des produits. Ça, c'est des collectionneurs qui collectionnent ces matériaux dans la nature. Et ces images-là proviennent du troisième film, en fait, de cette série qu'on va pas voir aujourd'hui, qui s'appelle Mouti. Donc là, ce film-là, il y a pas de narrative, il n'y a pas de récit, il n'y a pas de parole. C'est juste des observations de tous ces processus, euh, de toutes ces relations de transmission des plantes médicinales, transformation, tout ça. Donc ça donne peut-être un peu le cadre. Là, on voit une école indigène où la médecine indigène est enseignée. Donc, ils apprennent l'utilisation des racines, les noms, voilà.
Donc tout ça, ça provient du troisième film. Ça, c'est une plantation. Il y a beaucoup de questions. On va peut-être en reparler après avoir vu les films. Il y a des questions autour de la biodiversité, de la protection des plantes, comme la population devient de plus en plus grande et il y a beaucoup de gens qui utilisent cette médecine. Si tout est recueilli de la nature, ça peut créer des problèmes que les plantes euh, sont, sont en risque. Donc il y a plusieurs initiatives de faire pousser les plantes médicinales pour que les Inyangas, les médecins, puissent acheter ces plantes et les cultiver eux-mêmes. Ça, c'est des cultivations disons, plus commerciales pour un marché de teinture et de pilules qui est plutôt visé pour ce que nous, on connaît aussi dans la médecine occidentale, ce qui revient un peu aussi vers nous, c'est ce nouveau intérêt à la médecine traditionnelle, mais beaucoup de gens préfèrent de, de prendre quelque chose qui vient d'une bouteille que euh, une racine telle qu'elle. Voilà, donc ça c'est juste pour vous donner une petite idée du contexte, parce que là, on entre dans un univers très discursif euh, avec ce premier procès de 40, donc que j'ai filmé tout en d'abord. Euh, et juste, peut-être on peut en reparler après, mais juste pour vous donner une idée, euh, j'ai travaillé avec très peu d'acteurs euh, qui, euh, qui entre eux partagent des rôles, donc ils changent. Et au moment que j'ai filmé, donc on peut reparler de cette stratégie plus tard parce que ça, il y a beaucoup, il y a beaucoup, il y a des, oui, il y a peut-être des choses à dire sur ça, mais je vais vous laisser voir ça d'abord. Euh, euh, Peut-être juste pour dire que au moment que j'ai filmé The Crown Against Mafavuke, donc le premier film, La couronne contre Mafavuke, donc le Inyanga qui était accusé s'appelle Mafavuke Kobo, et lui-même, il n'avait jamais parlé dans le procès original. Donc, dans mon film, vous allez voir, il a une voix, bien sûr, c'était très important, on peut aussi en reparler de cette question de sa voix. Et le moment que j'ai filmé ce film, j'ai réalisé en fait, c'est que la moitié de, de ce sujet, ou même moins, mais c'est la moitié de quelque chose. En fait, cette vue historique sur cette confrontation, sur euh, la tradition aussi, la relation entre le monde occidental vers la tradition, et la tradition qui devrait être figée et qui doit pas, qui a pas le droit de évoluer, d'apprendre, de changer à fur et à mesure de ce qui se passe autour d'elle. Euh, donc, je me, j'ai remarqué qu'aujourd'hui, en fait, on se retrouve un peu dans un monde, une situation à l'envers, où c'est en fait c'est des entreprises occidentales qui se permettent de faire des recherches au sud, en Afrique du Sud, mais dans le sud global, qui font des recherches notamment sur la médecine traditionnelle pour trouver des plantes qui puissent traiter certaines choses. Après, ils font des essais dans les laboratoires pour créer euh, des extraits
de ce qu'on appelle l'ingrédient actif et breveter ces extraits pour des nouveaux médicaments. Donc, en fait, il y a un troc, il y a une sorte de, bah, c'est même pas un troc, il y a une utilisation, il y a quelque chose qui est pris de la part de la médecine traditionnelle le développement de ça et l'argent qui peut se faire avec ces médicaments n'est pas partagé. Les biens ne sont pas partagés. Donc en fait, c'est un peu l'envers. Lui en 1940, il était accusé d'utiliser des plantes occidentaux et aujourd'hui, il y a des entreprises occidentales qui utilisent et qui font des recherches sur les plantes traditionnelles au sud. Euh, donc, c'est une question néocoloniale, une question de brevet, une question de la droit au savoir indigène, du partage du savoir, de ces questions-là que je voulais aborder aussi. Et donc, j'ai décidé que Mafavougué, donc l'accusé de 1940, va voyager dans le temps, il va arriver dans le présent, et dans le présent, il organise lui-même un tribunal du peuple où il parle justement de ces questions-là. Et la situation est changée. C'est eux qui accusent l'Occident, disons. Donc ça, c'est un peu le contexte de ces deux films euh, que vous pouvez voir maintenant et on peut en parler plus après. Now, Korg, here I am in a court of law, accused of a crime of healing people, accused of treating their ailments, accused of learning from a white man. You were employed by the accused between June 1931 and November 1939. Yes, I was. Have you seen many native medicine men? Yes. Generally, what do they deal with? Roots, bugs, herbs, skins. What is male fern? It is the extract of the root of the male fern, which is a plant. Where does it grow? In England, chiefly, and I believe on the continent. Does it grow in South Africa? I believe some species of male fern are cultivated here. But it is not indigenous to this country. Not to the best of my knowledge. Do you know what is a native medicine? I can only express an opinion as far as that is concerned. They insist that our medicine has to remain native, both in origin and composition. Whilst they themselves, bona ngokwabo, have brought ujalamba and male fan here. But the real reason they've brought me in front of this court is that my business is too successful. They don't like the fact that an African competes with their pharmacies. They don't like that by combining the ancient art of Bantu healing with their knowledge, we appeal both, not only to the modern African in the cities, but also the Europeans. Now, I want you to look at these bottles here in court. Which are those that you say you saw being prepared on the premises? Yonke imithi endlalwe la yagawa ngubaba uMapholongo. Yonke yesilungu futhi nayo yesintu. Oh
inkantolo yangempela le izobila. Akuyona inkantolo. Ngikutshele kangaki. Imbizo le. Kusho kuthini lokho? Kusho ukuthi akuyona inkantolo enejaji. Imbizo yabantu, uhlelo esizenzele lona thina. The Khoi, who are the original users of robots, make no money from this industry. They live in extreme poverty. And even the gatherers, the people who actually go out into the wild and find these robots, make no money out of it. We're setting up regional documentation centers through which we're hoping to gather all local available indigenous knowledge and to capture it in a central database. That way, anybody looking to do research or product development on a plant will have to go through us, the government, to get consent from the original knowledge holders and also to negotiate a benefit sharing agreement. Thina ulwazi lwethu silithathe emadlozini. If we give our knowledge without consulting with the ancestors or our fellow healers, our ancestors will be angered. And that will jeopardize the sacredness of our knowledge. A lot of what used to be common land is now privately owned. We do no longer have access to natural resources. Okay, but this is exactly why we need laws to conserve biodiversity. Yeah, man, kykie, conservation has always been a way to control the indigenous population. Preservation becomes oppression. Donc, je vais peut-être ouvrir avec la discussion avec une première question. Donc, on a vu deux œuvres, deux vidéos qui se répondent. Donc, il y a en reenactment dans procès historique et il y a aussi ce qu'on peut appeler en pre-enactment dans tribunal populaire qui se déroule aujourd'hui au temps présent. Et je voulais te demander, Uriel, de te proposer qu'on commence par parler un peu de cette notion de reenactment qui est très, qui intéresse aussi pas mal d'étudiants et étudiantes dans l'école des beaux-arts. Parce que le reenactment n'est pas une reconstitution à l'identique, on le voit bien. Donc, il y a beaucoup, on peut presque là, dans le film, parler dans processus de soustraction. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont gommées et qui permettent vraiment d'aller à l'essentiel, c'est-à-dire de se concentrer sur en dispositif, en rapport des corps dans l'espace, de mettre à nu un certain nombre d'interactions, de gestes d'énoncés. Et il y a donc des éléments d'un côté qui sont gommés, et puis de l'autre côté, il y a aussi certains détails qui sont grossis, qui viennent vraiment au premier plan et qui prennent beaucoup de dimensions. Donc, je pense par exemple, évidemment aux bouteilles de médicaments, mais aussi à cette très belle séquence au début du film où on voit une succession de gros plans de détails du mobilier, la boiserie, les surfaces sur lesquelles se pose une main et qu'on imagine qu'il y a aussi beaucoup de mains au fil du temps qui se sont posées. Et donc, on imagine ces surfaces aussi chargées d'une certaine charge émotionnelle. Et avec tout ça, avec cette inversion et ce changement d'échelle, produit une sorte d'inversion de rôle. Donc, c'est-à-dire que le lieu, au lieu d'être un simple décor, encore une fois, il devient vraiment un personnage du film. Donc, je voulais peut-être, pour ouvrir la discussion, te demander de parler un petit peu du choix et de l'histoire de ce lieu, de ce tribunal, et puis de nous dire, essayer de nous dire aussi dans quelle mesure le reenactment te semblait être le choix le plus juste
pour parler de l'histoire de Mafavouk et de ce procès que tu as découvert aux Archives nationales de Pretoria. Il y a beaucoup de choses dans cette question. Je vais essayer d'aborder ça au fur et à mesure. Euh, donc, le reenactment, pour moi, il y a toujours la question pourquoi on fait un reenactment. C'est pas juste, c'est pas du tout simple parce que pourquoi on veut faire revivre le passé? Le passé, et surtout si le passé n'était pas très bien ou si c'est un passé violent, pourquoi on le fait revivre? Donc, moi, j'ai donc vu ces documents, j'ai lu la transcription de ce procès en 1940, et pour moi, il y avait plusieurs choses. Il y avait déjà la question, cette histoire, on ne la connaît pas. C'est une petite histoire à l'échelle de l'apartheid, de la souffrance. C'est une petite histoire, c'est pas une grande histoire. Et en fait, souvent, c'est ce genre de petite histoire ou de scène un peu à côté de la scène principale de l'histoire, si on peut dire ça, ce qui m'intéresse. Parce que peut-être là, on peut trouver des processus, des structures de pensée, des structures de la violence aussi, qui sont un peu partout, ou qui sont dans toute cette histoire, mais c'est des histoires inconnues. Et pour moi, c'est intéressant de réfléchir sur ces histoires, sur ces caractères aussi qui ne sont plus connus, et le faire revenir dans le présent pour nous permettre de réfléchir à ce passé et ce que ce passé fait encore avec le présent. Parce que le passé, en tant que tel, ça m'intéresse pas, oui, en tant que tel, mais le passé, ce qui m'intéresse, c'est ce qui nous affecte encore, ce qui est encore dans le présent, la hantise, les spectres du passé dans le présent, et les questions de justice. Et ces questions de justice ne sont pas finies après le procès. Ou ce qu'on voit, ou on ne voit pas, mais il a perdu le procès, bien sûr, parce que on a déjà contrôlé même ses employés, pour que ses employés vont parler, vont témoigner contre lui. C'est ce qu'on a vu. Donc il a perdu le procès. Donc, il y a une question de justice qui reste ouverte. Et en fait, souvent, je parle de mon travail. Les spectres, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et les spectres, c'est quoi? Les spectres, c'est quelque chose du passé qui n'est pas abouti, qui n'est pas fini, il n'y a pas de clôture, et qui revient dans le présent, qui nous hante pour nous faire comprendre qu'il y a une injustice. Et il faut regarder ça. Donc il faut regarder, ça veut dire, on peut regarder ça comment? Et c'est un peu ça qui m'a donné l'idée, je veux voir ça. Et c'était un scénario ready-made, disons. C'était déjà là. Donc c'est aussi le format du matériel que j'ai trouvé qui m'a prescrit peut-être presque ce que j'allais faire. Et souvent je travaille comme ça, je regarde, je fais des recherches, et là, et c'est le matériel qui fait une proposition. Donc la proposition, c'était un scénario, donc c'est à filmer. Mais c'est compliqué. Un reenactment de ça, c'est très compliqué. Ça m'a beaucoup travaillé. Ça veut dire quoi de faire revivre ça et de représenter ça? Et comment on peut ne pas tomber dans la violence de la représentation de tout ça et en fait faire un reenactment dans la représentation de la violence elle-même.
Donc, c'est très compliqué parce que juste revoir ça et cette injustice, ça suffit pas. Et donc, c'était là où j'avais beaucoup de problèmes, même avec le casting, avec la question de qui va jouer qui. Donc, est-ce que je vais choisir des acteurs africains, des acteurs noirs pour jouer les victimes et des acteurs blancs pour jouer les bourreaux? Est-ce que ça va être si simple, ça va être si clair? Est-ce que je ne refais pas exactement la même violence dans la représentation, d'assumer les rôles de chacun et de recréer ces rôles comme ça? Donc, c'est aussi à travers ça que j'ai décidé, c'était aussi une question économique ou financière, parce que j'avais pas beaucoup de moyens pour faire ce film, et c'est cher de faire un film. Donc, j'ai décidé de travailler avec très peu d'acteurs, un groupe très serré d'acteurs, et que les acteurs, en fait, vont changer de rôle. Et les acteurs blancs peuvent jouer des personnages noirs et, et les acteurs noirs peuvent jouer des personnages blancs. Comme ça, on n'a pas cette attribution, toi, tu es ça, toi, tu es ça. Donc, on peut réimaginer aussi les rôles de chacun. Et en fait, c'est ça, cette question de reenactment, un reenactment d'un document, d'une archive. Pour moi, c'est la question d'intervention dans le passé, de réimaginer ou d'imaginer un autre passé, ou d'intervenir dans ce passé, ne pas juste le refaire, mais en fait d'intervenir. Donc après, il y a d'autres moyens. Il y a la question du voix que j'ai déjà évoqué ça, la voix de Mafabouke, que lui, il n'a jamais parlé dans le procès original. Mais pour moi, c'était exclu que je refais ce procès et lui, il est silencieux et il n'a pas de voix. Donc, c'était important de créer une voix pour lui. De nouveau, ça pose beaucoup de questions. Moi, c'est qui pour me permettre de créer une voix pour lui? Donc j'ai fait beaucoup de recherches et en fait, il se trouve que c'était un personnage très engagé. Et en fait, Mafubuke Nkobo a créé une association des Inyanga, des médecins traditionnels, pour défendre leur droit de pratiquer leur médecine. Parce qu'il y avait beaucoup de lois, beaucoup de règles qui étaient très compliquées pour eux. Euh, Ça, c'est une autre histoire, mais les colons avaient une relation assez ambiguë par rapport à cette médecine traditionnelle. Dans un côté, ils ont dit c'est nul, c'est pas scientifique, c'est de la sorcellerie, tout ça. Et ils voulaient supprimer surtout la partie spirituelle de ça, parce qu'il y a aussi une grande partie spirituelle avec les ancêtres et tout ça. Et ça, ils voulaient supprimer parce que ça va pas du tout avec la mission, avec le christianisme, tout ça. Mais en même temps, et ils disaient que c'est un peu nul, juste des plantes un peu, ils connaissent pas du tout de tout ça. Mais en même temps, ils ne voulaient pas s'occuper de toute la population locale. Donc, ils avaient besoin de laisser ces médecins traditionnels en place pour que eux, ils s'en occupent de la population locale. Et c'est pas les colons qui doivent s'en occuper. Donc, il y avait cette relation très, très ambiguë avec beaucoup de règles. Vous pouvez pratiquer comme ça, vous pouvez faire ça. Et lui, Mafabuke Ntobo, il s'est engagé beaucoup. Et donc, il y a j'ai trouvé, à travers de recherches, j'ai trouvé des écrits de son association. Je ne sais pas si c'est exactement lui qui a écrit tout ça, mais lui, il était le président de ça. Et donc, en fait, j'ai utilisé beaucoup de ce matériel pour créer sa voix. Donc, sa voix est pas juste une imagination. Bien sûr, l'imagination, c'est aussi important. C'est
C'est Saidiya Hartman qui parle de ça beaucoup par rapport aux archives de l'esclavage, euh, où il y a très peu de documents. Et le problème, c'est on fait quoi? Il n'y a pas de documents, surtout sur les victimes. Les victimes, c'est que des chiffres, c'est que des numéros dans les listes des organisations, des compagnies, des bateaux, tout ça, mais on n'a pas de documents sur les victimes. Donc, elle propose une méthodologie qui s'appelle critical fabulation, fabulation critique. Donc, il faut aussi imaginer le passé et l'imaginer autrement, ou intervenir dans le passé. Ça ne veut pas dire on prétend que ça n'a pas eu lieu comme ça, mais qu'on intervient. Donc ça, c'est la question peut-être de reenactment. Après, par rapport à Imbizo Kamafavuge, comme tu l'avais dit, c'est un pre-enactment. Donc c'est en fait, c'est l'idée, c'est quelque chose qui devrait venir. Donc c'est une proposition. On devrait faire ce genre de procès, ce genre de tribunal, de parler de tout ça en haute voix. Donc c'est imaginer, et là, c'était aussi c'était un choix clair pour moi. Là, je vais pas montrer ce tribunal parce que c'est encore à faire. Donc, je vais montrer les préparations. On reste dans les préparations. Les gens arrivent, on met les chaises, tout ça, mais c'est encore à faire. Après, il y avait les questions des lieux. Donc, donc en fait, le procès original a eu lieu à Durban. Ça n'a pas lieu à Pretoria. Donc, le procès contre Mafabuke Ntsopo, c'était à Durban et on a regardé des salles de justice, des palais de justice là-bas. Et après, je continue à voir d'autres endroits. Et en fait, j'ai pas trouvé le bon endroit et c'est un truc aussi intuitif. On sait, je veux filmer ici. Et on a visité, après un moment, on a visité donc le palais de justice à Pretoria. Et c'est là où il y avait aussi, où avait eu lieu le procès contre Mandela et ses compagnons de la ANC et de la résistance contre l'apartheid. Et c'est là où le Rivonia Trial, le fameux Rivonia Trial que lui a donné la peine de la vie, et il a été envoyé avec les autres à Robben Island. On va en parler un peu plus tard dans l'après-midi. Et c'est là où il avait ce procès. Et pour moi, c'était intéressant par rapport à l'histoire. C'était plus de 20 ans plus tard, c'était en 63, mais c'était intéressant pour moi de créer ce lien avec une histoire de apartheid, de ce qui se passe là-bas, et surtout, ce que tu as déjà évoqué, la question du mobilier, la question du bâtiment lui-même, qui est un protagoniste. Donc ce bâtiment colonial, fort colonial, on le voit, l'architecture, c'était important pour moi que c'est aussi c'est aussi un témoin. L'architecture, le bâtiment, le matériel, ce sont des témoins qui nous entourent. Et c'est ça qui m'a intéressé depuis très longtemps, ce genre de témoignage matériel. Euh, et donc les détails, les surfaces qui sont touchées, bien sûr par beaucoup d'autres gens, tout ça. Donc ça, c'était très important pour moi qu'il y a aussi, il y a une parole, il y a beaucoup de paroles dans les deux films, mais il y a une autre couche qui est celle du lieu. Et le lieu parle différemment. Et pour moi, donc Imbizo, c'est plutôt les plantes. Là, c'était la question de trouver un lieu qui, qui puisse représenter une relation à la nature, mais qui soit pas romantique, qui soit pas un sort de retour à la nature, une sorte de nature sauvage, une médecine indigène ancienne qui est pas du tout contemporaine. Pour moi, c'était important. Mafavuge, il était un homme très moderne, et c'est pour ça qu'il était accusé parce il avait utilisé des techniques de flyers,
de, 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 de envoi à distance par poste et tout ça. Comme ça, il a aussi pu accéder aux Blancs, aux Européens qui n'auraient pas pu aller à son magasin. Donc, il était très moderne et pour moi, c'était important de montrer ça. Donc, on a trouvé ce bâtiment qui est à l'entrée d'un parc naturel ou d'un réserve naturelle juste en dehors de Johannesburg. Et donc, c'est un bâtiment nouveau, on le voit, mais ça utilise des formes traditionnelles, mais il y a l'herbe qui est coupée, donc on le voit beaucoup. L'herbe devant la maison, donc c'est un peu entre deux, c'est pas la nature sauvage, mais c'est juste à côté. Donc là, c'était de nouveau, le lieu était très important. Je ne sais pas si j'ai répondu à tout. Bah, Je il y a pense beaucoup plus à dire par rapport au reenactment et aux stratégies dans le film et tout ça, bien sûr. Je propose de vous lire la question de Sophie qui a été publiée sur le fil de la discussion et de donner aussi la parole à Anna Dezeus qui voulait prendre une question, donc poser une question. Donc, on peut prendre ces deux questions et puis tu fais une réponse commune par la suite. Donc, Sophie qui demande si l'immatériel fait une proposition, comment, de quelle manière écoutez-vous, vous, matière de recherche, afin de connaître les propositions qu'elles ont à faire? Est-ce une question de passer beaucoup de temps avec ces archives, de les imprimer, d'en couvrir des murs entiers, etc., d'en agrandir des parties, voilà. Est-ce que le projet d'un scénario et de la mise en scène a été remis en question ou c'était clair dès le début avec ce que tu as dit, cette sorte de script ready-made dont tu as parlé tout à l'heure, que celle-ci était la forme à suivre, à modeler? Anna, est-ce que tu veux bien poser ta question? Oui, vous m'entendez? Oui. Oui. Ah, d'accord. Bonjour, Bonjour. Uriel. Moi, j'ai plus de mal avec le deuxième film, justement parce que c'était pas une évidence, le scénario. Et il me semble très artificiel. Je sais que c'est quelque chose que tu assumes, cet artifice et cette dimension pédagogique dans les dialogues. Et je voulais t'entendre en parler plus, d'une part parce que c'est une question qu'on se pose beaucoup avec les étudiants qui s'intéressent à la recherche, de comment transmettre dans le travail les résultats de la recherche et de la réflexion. Et d'autre part, pour te demander si voilà, cette dimension d'artifice assumé, quel est son rôle, voilà, dans ce film. Ok, merci. Donc, je vais peut-être d'abord répondre à la question précédente. Par rapport au matériel, à la recherche, oui, c'est donc ce genre de projet. C'est donc j'ai travaillé pendant 4 ans et le matériel par rapport au premier procès, au premier film, je l'ai trouvé donc 1 an avant que j'ai fait le film. Donc j'ai passé beaucoup de temps avec ce matériel. Et c'est vrai que peut-être il y avait une sorte d'idée ou d'intuition, ça devrait être un film parce que c'est un scénario ready-made. Mais bien sûr, après, il y a beaucoup de moments où je questionne ce choix, où je suis pas sûr, est-ce que il faut continuer sur cette voie, est-ce que je devrais faire autre chose avec ce matériel? Parce que aussi, j'ai jamais fait des films comme ça avec des comédiens avant. Donc, c'est pas du tout que je travaille comme ça, de cette manière, avec des équipes, avec des comédiens, avec un scénario, voilà. Donc, c'était pas du tout évident pour moi et j'ai beaucoup appris à travers aussi ces deux films.
Et c'est pas nécessairement quelque chose que je veux continuer à faire, souvent. Et depuis, j'ai fait d'autres travaux qui ne sont pas du tout comme ça. Donc c'est vraiment le matériel, mais je suis toujours revenu à cette littéralité, juste travailler avec ce matériel. Et bien sûr, c'est pas juste le matériel tel quel, parce que c'était 400 pages et le scénario final, c'était une quinzaine de pages. Donc c'est très très réduit, c'est très travaillé, c'est pas du tout oui, juste ça. Donc ça prend beaucoup de temps, oui, j'imprime, je lis, j'ai passé beaucoup de temps dans les archives, j'ai trouvé beaucoup de choses autour de lui, ou j'ai cherché beaucoup de choses de lui, autour de tout le contexte historique de ces questions, le rapport avec la médecine traditionnelle, tout ça. Euh, et oui, voilà. Donc, mais je suis toujours revenu à ça parce que c'est une sorte oui, une sorte de demande presque de travailler avec ça. Après, pour le deuxième film, c'est vrai qu'il n'y avait pas déjà cette question, il n'y avait pas déjà un, un scénario ready-made. Euh, et j'ai commencé, donc je ne savais pas ce que ça va donner, mais j'ai juste commencé à parler avec des gens parce que j'étais déjà en contact avec beaucoup de médecins, avec d'autres chercheurs, avec des avocats, avec des avec activistes militants, voilà. Et en fait, j'ai enregistré juste pour la recherche, j'ai enregistré beaucoup de ces conversations. Et en fait, le film, il travaille un peu de la même manière. En fait, c'est aussi presque littéralement ce que les gens ont dit. Donc en fait, les personnages dans le film, c'est des personnages un peu peut-être hybrides. Peut-être il y a dans un personnage, il y a deux, trois personnes. Mais en fait, tous les personnages sont des personnages ou, ou même plusieurs qui existent et qui ont dit ça. Donc c'est pas du tout moi qui a décidé d'écrire ce scénario, mais j'ai travaillé de la même manière, juste que là, j'ai créé l'archive d'abord. J'ai enregistré beaucoup de conversations avec beaucoup de différents acteurs du gouvernement, des avocats, des militants, des médecins traditionnels, des jeunes militants, tout ça. Et j'ai fait des transcriptions et ça, c'était mon archive. Et après, j'ai travaillé à partir de là avec ça. Et c'est vrai, il y a un côté pédagogique que j'assume. Je parle souvent, donc c'est déjà dans le premier film, il y a le côté brechtien du théâtre épique, de montrer, de casser l'illusion de la scène. On montre que c'est filmé, les acteurs changent leurs costumes. Moi, j'arrive sur scène, voilà, il y a tout ça. Dans le deuxième film, pour moi, c'était encore un pas plus loin. Et il y a le Lehrstück de Brecht, la pièce didactique, euh, que je voulais travailler avec. Et même les questions ou les stratégies du théâtre épique, de la mise en scène ou de la mise en abîme du tournage lui-même est encore beaucoup plus mis en avance. Parce qu'on voit le tournage, on voit... Voilà, il y a aussi un making-of qui est dans le film. Donc ça, c'était important. Et donc j'ai fait toute cette recherche. J'ai dit, oui, il y a beaucoup de travaux qui ne sont pas du tout comme ça. Et je travaille d'une manière beaucoup plus distillative, si on peut dire ça, où je distille, il y a un concentré, il y a beaucoup de recherches et après il y a très peu qui reste dans le travail, mais c'est une sorte d'intensité ou de concentré de quelque chose qui est pas didactique de la même manière. Et pour moi, c'est très intéressant de travailler comme ça et de voir ce que peut faire une image, que peut faire un film qui n'est pas nécessairement didactique,
Mais ici, pour moi, c'était important de rester avec cette recherche, de ne la pas mettre à côté. En fait, c'est un peu dommage parce que peut-être aujourd'hui on reste dans les didactiques parce que la conférence performance, c'est un peu la recherche autour des autres œuvres de Theatrum Botanicum qui n'opèrent pas du tout de cette manière, mais la conférence performance est le véhicule de rassembler la recherche, de rassembler tout ce matériel que je voulais récupérer. Donc, on reste un peu dans cette filière, mais peut-être si on a le temps, on pourrait juste montrer, on l'avait déjà évoqué avec Vanessa, un petit bout de Fairest Heritage pour donner une autre idée de travailler avec les archives, d'intervenir et de travailler différemment. Voilà, donc c'était important pour moi que ces cas sont entendus, c'est des cas réels qui ont eu lieu, et c'est important d'entendre les questions de la loi, des brevets, des cas. Voilà, c'était très important pour moi de faire entendre ça. Et pour faire entendre ça, il faut beaucoup de paroles, il faut beaucoup de trucs, donc c'est ça. Mais après, j'ai essayé, parce que j'étais très conscient de ça, et donc j'ai essayé justement d'introduire d'autres éléments comme The Making of, aussi le personnage du spectre, qui est présent en tant que personnage qui ne parle jamais, qui ne dit rien, qui est juste là. Donc il y a d'autres formes d'évocation, les plantes, aussi la musique du film. Donc j'ai collaboré avec un vocaliste, Bram Trabene, qui est exceptionnel, qui travaille avec la voix d'une manière très spécifique. Et on a travaillé longuement ensemble. Lui, son chant, il n'y a pas de paroles. Donc, ce n'est pas des vraies incantations, il n'y a pas des mots, il n'y a pas des trucs. Donc, on a pensé comment on pourrait faire une sorte de évocation d'un chant des plantes, disons. Donc il y a d'autres couches qui s'ajoutent à ça. Voilà. J'espère que ça répond à la question. Je m'excuse si je réponds un peu longuement, mais c'est compliqué des fois. Oui, cette très belle séquence du deuxième film où on entend cette incantation, comme tu dis, moi, ça me fait penser aussi au cinéma d'Echtro, parce qu'il y a beaucoup de références qui sont en hors-champ de ce film. Donc, tu as évoqué tout à l'heure Brecht. Moi, les Straub, je les sens aussi, et notamment dans cette séquence où on a vraiment cette idée d'en parler de Deleuze, de l'acte de parole comme un acte de résistance qui monte et qui fait monter à la surface ce qui reste enfoui sous la terre. Voilà, par exemple, cette idée dont tu parles, de cette violence épistémique, donc tous ces noms des indigènes, des plantes qui ont été écrasés, voilà, par les systèmes de classification européens, et que cette séquence-là, elle active, voilà, et on a vraiment, enfin moi, ça me fait vraiment penser aussi au Straub, cette idée d'un acte de résistance. Mais peut-être pour rester aussi un peu dans la question des références, moi je trouve très intéressante la distinction que tu fais entre la forme du procès et la forme du tribunal. Et que dans le deuxième film, il y a tout de suite un personnage qui dit « Non, mais ça, c'est pas en procès, c'est en tribunal. Ici, c'est nous qui faisons, c'est nous l'autorité. » Et cette figure du tribunal populaire, c'est aussi une figure qui traverse toute l'histoire du cinéma.
On peut penser à M. le Maudit de Fritz Lang, ou récemment, plus proche de nous, par exemple, dans Les Mille et une nuits de Miguel Gomez, le tribunal qu'il crée, avec aussi des animaux qui prennent part dans ce tribunal, avec des présences spectrales aussi. Donc, c'est-à-dire que dans l'histoire du cinéma, il y a cette figure du tribunal populaire, elle est toujours associée aussi à un certain mode d'apparition de la communauté ou à une certaine manière de figurer le peuple. Et ici, dans ton film, on voit bien que bon, c'est un peuple émancipé qui prend la parole et qui surtout n'a pas besoin de représentants pour exprimer ses propres points de vue, ses propres pensées. Donc, et je trouve très intéressant aussi quand on dit, bon, en fait, dans ce tribunal, ce qu'on veut, c'est échapper au dualisme entre voilà, l'accusation d'un côté, la défense de l'autre. Et ce qu'on veut, c'est travailler ensemble et penser avec. Donc, je voulais te demander aussi de parler, si tu peux évoquer un petit peu les références ou les auteurs avec lesquels tu as pensé cette mise en scène. Oui, c'est très juste. Et pour moi, il y avait deux références très fortes. Le, le moment où j'ai tourné ça, où j'ai travaillé sur ça, il y avait le Monsanto Tribunal à The Hague, à Le Havre. Donc, il y avait le tribunal contre Monsanto qui était accusé d'écocide. Euh, C'était filmé, donc, mais c'était distribué sur Internet, donc c'est filmé d'une manière très différente, bien sûr. C'est pas un film d'auteur, c'est juste filmé, documenté, mais c'est distribué. Donc c'est un distributed film. Et ça, c'était très important pour moi comme référence de penser, de penser à ça et c'était un tribunal où le tribunal n'avait pas l'autorité de passer un jugement qui a une conséquence, en fait. Et on pourrait dire c'est très problématique parce qu'on ne peut pas dire Monsanto, vous devez payer tout ça et tout ça. Mais de l'autre côté, c'était intéressant parce que le but, c'était de parler de tout ça. C'était de parler de l'écocide. C'était de parler du rôle de ce genre d'entreprise dans la destruction de la nature. Et les enchevêtrements avec tout, avec les les stratégies néocoloniales de l'agriculture, tout ça. Euh, donc ça, c'était très important par rapport à la forme, pour moi, ou en tant qu'auteur de cinéma ou film, qui était une référence forte pour moi, c'était le film Bamako de Abdelrahmane Sissako de 2006, où il crée un tribunal dans la cour de sa maison, à lui-même, euh, contre la Banque mondiale. Et l'accuse en fait, de tous ce qu'on appelle restructuring debt, la restructuration des dettes des pays africains depuis les années 80, en fait, que tout ça, ça a juste augmenté la pauvreté et ça fortifié le pouvoir occidental sur les pays africains. C'est un film très fort et euh, je vous conseille de le voir. Et pour moi, c'était une inspiration très forte parce que aussi c'est sur le continent, ça parle des questions de justice économique et, euh, et, et ça crée une pensée globale dans un lieu très local. Et en fait, c'est un peu aussi, c'est
cette relation du global, penser le global dans un lieu spécifique, dans le local, qui m'a beaucoup intéressé et qui m'a beaucoup inspiré. Et la manière dont il travaille avec les gens, voilà. En fait, lui, il y a même des personnages qui sont des vrais personnages. C'est Bamako, je vais l'écrire. Il y a d'autres questions? Peut-être que tu pourrais parler un petit peu plus, Auriel, de la question de la nomination, qui est très présente dans le séminaire. Donc, la dernière séance que nous avons faite avec Élise Florenti et Marcel Turkowski, ils ont parlé aussi de cette question, notamment à partir du cas ce qu'on appelle des nomina nuda. C'est des cas, en fait, qui sont été... de cas de nomination qui ont été invalidés, où il n'y a pas de correspondance, par exemple, où la correspondance n'est pas acceptée entre le nom qui est proposé et l'image. Et c'est une question qui est très importante, parce que nommer, c'est aussi une manière d'inscrire quelqu'un ou quelque chose dans une histoire. Et c'est souvent une histoire qui n'est pas forcément la nôtre. Voilà. Mais c'est un geste aussi dont on ne peut pas se passer. Donc la nomination, par exemple, quand il y a un enfant qui naît, donc c'est l'un des premiers gestes, c'est le nommer. Et on connaît aussi, bon, il y a toutes ces références qui sont celles, voilà, de notre culture aussi, où on nomme, il y a le verbe, il est là pour faire exister. Donc, mais il y a aujourd'hui aussi dans les sciences humaines et sociales qui attire beaucoup notre attention sur le fait que la crise écologique est aussi une crise de la sensibilité, et que si nous ne savons plus aimer certains êtres naturels, ou si nous ne savons plus regarder ce qui se passe dans un écosystème, c'est aussi que nous ne savons pas nommer ces êtres-là. Nous manquons, comme dit Romain Bertrand, donc historien qui va aussi intervenir dans le séminaire un peu plus tard, nous manquons de noms pour dire et pour nommer la nature. Donc, je voulais te demander de approfondir un petit peu plus, voilà, nous parler un petit peu plus de cette question de la nomination, qui est aussi très importante pour toi et que tu as, je pense, saisi vraiment comme un acte aussi de violence épistémique. Oui, c'est très intéressant oups, il y a bien sûr, il y a ces deux côtés de nommer, de la nomination. Il y a d'un côté, il y a l'appropriation, et qui peut être une forme de violence, que en nommant quelque chose, on s'en approprie. Donc, c'est ce qui s'est passé avec les noms de plantes en Afrique du Sud, avec l'arrivée des Européens. On va en parler un tout petit peu plus tard dans l'après-midi. Je vais évoquer cette partie de la recherche. Et en fait, les Européens qui sont arrivés, ils ont découvert des nouvelles plantes qui étaient déjà connues par les locaux, et ils ont commencé à les nommer et à leur donner le nom latin de binômes, les binômes des espèces, des familles, voilà, pour organiser. Donc nommer, ce n'est pas juste donner un nom, mais c'est aussi insérer dans un système de pensée. Et là, dans ce cas-là, donc c'est le système rationnel européen de organiser le monde et de le classifier.
Donc l'inné, c'est juste lui il a fait ou on utilise ce que lui, il propose pour la nature. Donc d'organiser toute la nature entière, toutes les plantes, tous les animaux, tout avec ces binômes, avec ces deux noms. Donc c'est une sorte de maîtrise ou volonté de maîtrise qui est très violente, qui vient du siècle des Lumières. Voilà, donc c'est une longue histoire européenne et cette volonté de maîtrise du savoir, c'est complètement lié à l'histoire du colonialisme, de s'approprier du savoir, du monde, des ressources du monde, voilà. Tout ça, c'est pour nous à découvrir, à organiser, à classifier, à nommer, à s'approprier. Euh, donc ça, et en fait ça m'a conduit à faire toute une recherche sur les noms de plantes dans une douzaine de langues indigènes en Afrique du Sud. Parce qu'en fait, le déclencheur pour moi, pour tout ce projet, c'était une visite dans le jardin botanique en Afrique du Sud, à Cape Town, Kirstenbosch, où j'ai remarqué que les cartels à côté des plantes sont en anglais et en latin. Donc aujourd'hui, 25 ans après la fin de l'apartheid, dans un pays où il y a 11 langues officielles, dont l'anglais est juste une et le latin n'est pas une, il y a ces cartels avec l'anglais et le latin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette architecture de penser le monde existe toujours. Cette architecture coloniale de penser, d'organiser le monde, de s'imposer avec sa langue, avec sa pensée, c'est toujours en place. Donc le projet décolonial est loin d'être fini. La plupart des botanistes, bien sûr, avec qui j'ai parlé dans le jardin botanique, ils trouvent ça très bien parce qu'ils ont étudié la botanie et c'est essentiel d'avoir ces noms pour identifier des plantes et parler de la même plante. Donc pour eux, c'est essentiel et c'est pas du tout violent, même s'ils sont des botanistes africains. Mais en même temps, il y a quand même une violence épistémique qui continue. Donc j'ai commencé à enregistrer les noms de plantes et en fait, ce que j'ai fait, c'est un dictionnaire oral de noms de plantes dans une douzaine de langues. Et donc, c'est une installation avec 8 haut-parleurs dans l'espace. Je ne sais pas si j'ai des images ici que je pourrais vous montrer. Donc, c'est une installation, donc il y a plusieurs versions de ça, mais donc c'est des haut-parleurs et on entend juste les noms de plantes. Donc, et là, c'est le contraire du didactique, parce que, et c'est souvent que les gens m'ont demandé pourquoi tu ne nous montres pas les images de ces plantes en même temps? Comme ça, on peut voir ce que c'est, tout ça. Et là, l'idée, c'était justement de ne pas nous faire apprendre les noms de plantes dans une douzaine de plantes africains, mais de créer une présence orale de ces noms, parce qu'en fait, ces noms étaient déplacés, étaient obscurcis, parce qu'ils existaient seulement dans la langue orale. C'était pas écrit, donc c'est beaucoup plus facile de l'effacer. Donc pour moi, l'oralité de ces noms de plantes, de ces nommés, et ça c'est l'autre côté de la nomination que tu as déjà évoqué, Vanessa, c'est ne pas s'approprier de quelque chose, mais c'est d'entrer dans une relation intime avec quelque chose. Et ça, on peut seulement faire si on a un nom pour quelque chose. Si on n'a pas de nom, on ne peut pas entrer en relation. C'est très difficile. Les relations anonymes, c'est compliqué. Donc, pour avoir une relation de soins aussi, de care, de ça, il faut avoir des noms. Et donc, les noms sont importants. Et là, c'est des noms qui existent que dans l'oral. Donc, on entend ces noms
On ne voit pas les plantes. Donc là, il y a une autre œuvre, c'est exposé en même temps, mais c'est pas les plantes parce que c'est une œuvre qui dure plus d'une demi-heure et il n'y a pas d'explication. Nous, on reste dehors de ce savoir, on ne peut pas s'en approprier, oui, on est exclu de ça. Il y a une sorte d'exclusion et il n'y a pas de maîtrise. Donc pour moi, ouais, voilà, c'est un peu ça. On t'entend pas, Vanessa. Pardon, j'avais coupé mon micro. Je disais que je vois que l'heure tourne et qu'il faut quand même se reposer un petit peu avant la conférence de cet après-midi. Donc voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, personne ne s'est manifesté. Donc je te remercie beaucoup, Auriel, d'avoir partagé ce magnifique travail avec nous. Merci à toutes et à tous. Merci.